présent, nous allons voir les critères déterminant le pervers narcissique, critères du 21e au 25e. Alors, donc le critère numéro 21, il peut être jaloux. Même si en apparence le manipulateur a l'air sûr de lui, paradoxalement, au fond de son être, il manque terriblement de confiance. Dans un couple, il sera une personne maladivement jalouse, qui aura un comportement de chasseur vis-à-vis de sa proie. Il coupera l'autre petit à petit de tout son entourage social pour être sûr de le dominer. Ça ne sera qu'ainsi qu'il fera taire ses craintes profondes. En amour, le manipulateur possède. Il n'aime pas, il possède. On peut même dire que ce sentiment lui est à jamais inconnu, tant qu'il ne s'aime pas lui-même. Je ne peux pas dire que mon ex-mari était jaloux au niveau des hommes, je vais dire. Oui, il m'empêchait de voir mes amis masculins, mais aussi féminins, donc je pense que ce n'était pas de la jalousie, mais plutôt le désir de m'isoler pour mieux me contrôler. Donc ici, dans le critère d'Isabelle Nazaraga, elle parle de jalousie, mais à tous les niveaux. Voilà. Elle parle de la jalousie au niveau des relations amicales, amoureuses, familiales, etc. Soyons bien clairs. Après notre séparation, des amis sont revenus me rendre visite et j'ai été étonnée de leurs propos. Oui, ils disaient apprécier ma compagnie, mais n'osaient m'approcher de trop près, ou alors pendant trop longtemps, car ils sentaient que l'autre veillait. Ils disaient aussi que le pervers narcissique mettait souvent son bras autour de moi, ce que je pensais naïvement être un geste d'affection de sa part. En fait, c'était juste un geste possessif. Pas touche, cette chose m'appartient. Tout ça, je n'en avais pas conscience, évidemment. Donc c'est ce que je disais, je remplacerai plutôt le terme jaloux par possessif. Le 22e critère, il ne supporte pas la critique et nie les évidences. Nous sommes tous en société des observateurs observés. Nous nous construisons grâce à notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur les autres, et enfin le regard d'autrui tel qu'on le perçoit, et ce qu'on en fait pour notre construction intérieure. Les manipulateurs avancent comme des idiots nonchalants. En d'autres termes, ils ne prennent rien des autres, ni les critiques constructives, ni les taquineries anodines. Dans la bouche d'un manipulateur, la critique est un sujet qui revient souvent sur les autres, et jamais sur lui-même. Il est vrai que lors de nos disputes, il était inconcevable qu'il se remette en question. Il était parfait et j'avais tout faux. Désireuse d'éviter les conflits afin de garder un semblant de sérénité dans le climat familial, je me remettais sans cesse en question. J'aurais peut-être dû faire ça, ou plutôt ça. Encore une fois, au fil du temps, je me suis rendu compte que quoi que je fasse, j'avais toujours tort, et lui raison, même si la responsabilité de certains de ces faits était on ne peut plus évidente. Pour vous donner un exemple, le jour où une assistante sociale de la police m'a parlé de cette maladie, que j'ai foncé me documenter afin d'en avoir le cœur net, j'ai voulu tester l'ampleur de ses comportements déviants. Ouais, je devais savoir, je devais être sûre qu'il souffrait bien de cette maladie avant de prendre une décision irrévocable, sans par la suite être tentée de faire marche arrière. Ainsi donc, le jour suivant de cette révélation, j'ai mis en place un stratagème. Comme il était déjà en maladie depuis bientôt un mois, et qu'il passait ses journées à boire et à jouer à la PlayStation ou à regarder des émissions débiles à la télévision, les enfants et moi vivions la plupart du temps en bas dans mon local professionnel. Je préparais le souper aussi en bas, afin de minimiser le temps à passer à l'étage à proximité de lui. Ce jour-là, j'avais servi les assiettes en bas pour déjà laver les casseroles au rez-de-chaussée. Mon gamin est venu m'aider à monter les assiettes, mais nous n'avions pas monté la sienne, car nous n'avions pas assez de bras et nous n'avions pas envie de redescendre rechercher son assiette alors qu'il était constamment couché devant la télévision. Donc nous nous sommes mis à table et nous avons commencé à manger. Il s'est retourné de son canapé, s'est levé, et le gamin de lui dire que son assiette était prête en bas. Le pervers narcissique se mit alors en colère et vociféra « T'es pas gêné? Tu fais les courses avec mon salaire et tu ne sais même pas me faire à manger ?»
Moi, je ne répondais plus. Et le gamin de répondre, mais si, papa, maman t'a fait à manger, mais on n'arrivait pas à monter toutes les assiettes car maman avait la petite sœur dans les bras. Mais ton souper est prêt. Il suffit d'aller juste chercher l'assiette en bas. Mais apparemment, il n'entendait pas nos justificatifs. Il est donc parti chercher une pizza au village et est revenu le manger devant nous, avec un petit sourire ironique. Mais oui, étant en début d'activité indépendante et en fin de construction de la maison, je devais fortement veiller aux finances, le temps de lancer mon entreprise. Ainsi donc, les menus étaient équilibrés mais simples. Et ce qu'il faisait là était sa manière à lui de nous faire payer notre insoumission. Le lendemain, au lieu de remonter les assiettes, je monte les casseroles afin d'éviter tout conflit. J'avais de longues journées de travail, une maison neuve où il y avait encore des travaux à terminer, et un bébé de 15 mois qui ne passait toujours pas ses nuits. Rebelote, on se met à table et je sers les enfants puis moi-même. Il arrive 2 minutes après et recommence son cirque. Tu fais les courses avec mon salaire et tu ne daignes pas me faire à manger? Et le gamin de dire, un peu exaspéré, maman t'a fait à manger, tu peux te servir, c'est dans les casseroles. Et le PM de continuer dans ses délires et de repartir chercher les frites, qu'il prend un malin plaisir à déguster devant nous, avec à nouveau un regard mauvais et malsain. Le 3e jour, je fais à manger et je sers son assiette que je pose sur la table avec les nôtres. Il arrive, regarde son assiette et dit « Tu ne crois quand même pas que je vais manger cette merde ?» Il prend l'assiette et la donne au chat. Puis repart chercher je ne sais plus quoi. J'étais profondément triste, pour les enfants et pour moi, car à partir de ce jour, je savais qu'il était un pervers narcissique accompli. C'est d'ailleurs à peine quelques jours plus tard que le dernier drame eut lieu, et que le parquet décida qu'il ne pouvait plus réintégrer le domicile familial. Tout s'était accéléré car il savait que je l'avais démasqué. J'ai eu la chance qu'on m'ait ouvert les yeux. J'ai eu le temps d'aller me documenter et je voulais être sûre qu'il possédait bien cette perversion. Tout cela m'a donné la force de ne pas retomber dans ses bras, dans ses griffes, et de ne pas le réintégrer chez nous. Le 23e critère, il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Ce qui s'applique à l'autre ne s'appliquera surtout pas à lui. Il exigera de son compagnon, à corps et à cri, une certaine conception du couple qu'il n'appliquera jamais dans ses actes. Fidélité, écoute, évolution, partage, solidarité, etc. Quand nous le pouvions, je planifiais une soirée cinéma au restaurant pour nous deux. Car ne connaissant pas encore le mal dont il souffrait, j'essayais par tous les moyens de trouver des moments bien à nous, éloignés momentanément des 4 enfants. Je m'occupais du souper des enfants, je donnais le bain au bébé, pendant que lui se rasait, se douchait et s'habillait. Cela lui prenait du temps pour s'apprêter. Après avoir joué mon rôle de mère, avant notre escapade, il était logique à mes yeux d'avoir aussi le temps de me préparer. Or, cela m'était impossible. Je voulais qu'il prenne soin de regarder 10 minutes aux enfants pendant ma douche ou le temps que je me maquille. Et au lieu de cela, il sortait fumer à l'extérieur ou trouvait toujours quelque chose d'autre à faire. Par conséquent, je partais à notre petite soirée non lavée ou non maquillée et avec ma tenue de la journée. J'essayais de faire fi de mon état car je voulais profiter de ce moment de répit, si on peut appeler ça comme ça. Mais j'avoue qu'à la longue, j'avais du mal à accepter de passer toujours après tout le monde. Le 24e critère, il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui. La réaction de démêler un conflit durant une situation de crise n'est pas sa manière d'agir. Le manipulateur se contiendra jusqu'au moment où il agira, et point. Présentement, je ne trouve pas vraiment d'exemple pour ce critère, mais ce dont je me souviens parfaitement, c'est quand il fallait absolument que je lui parle d'un sujet préoccupant, ou de notre relation dans les derniers mois de notre cohabitation. Il prenait un malin plaisir à augmenter le volume de la télévision. Je lui faisais remarquer que ce n'était pas correct, et il me disait que l'émission qu'il regardait était très intéressante.
Une fois, je me suis vraiment énervée. J'ai fait une grosse crise de larmes. J'étais psychologiquement épuisée. J'avais la nette impression de me cogner au mur sans trouver d'échappatoire possible. Quelques instants plus tard, j'ai perdu du sang, à 12 semaines de grossesse. J'ai filé aux urgences seule et on a diagnostiqué un décollement du placenta qui, heureusement, après traitement, s'est résorbé et n'a pas été préjudiciable à mon 4e enfant. Inutile d'ajouter qu'à mon retour, mon gamin l'ayant mis au courant, le pervers narcissique n'a pas bougé de son canapé pour prendre des nouvelles. Oh oui, c'est certain. Son émission devait être vraiment intéressante. Alors le 25e critère, c'est son discours paraît logique ou cohérent, alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. Le manipulateur colle parfaitement à l'adage populaire « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ce schéma lui colle d'autant mieux à la peau, car c'est une personne qui souffre d'un problème de sous-identité. Les principes d'un manipulateur dépendent de l'interlocuteur d'en face, dont les clés de voûte sont l'empathie et le besoin. Le manipulateur ne s'est jamais réellement posé la question de qui il était. Ici, il pourrait y avoir toute une série d'exemples, mais qui pourraient aussi, pris de manière isolée, correspondre à la plupart des individus. Donc je pense par exemple à ses propos quand il discutait avec les enfants sur les conséquences néfastes du tabac. Il a commencé à fumer à l'âge de 16 ans et avait conscience que 30 ans après, les conséquences fâcheuses commençaient à paraître un peu plus évidentes. Mais cela ne l'empêchait pas de continuer malgré ses beaux discours. Il était fort moralisateur, souvent sur des tas de sujets, mais faisait tout le contraire dans ses manières d'agir. Je dois vous dire que je commençais à avoir du mal à rester crédible quand mes grands ont atteint l'adolescence, car j'essayais d'inculquer des valeurs à mes enfants, mais comme le père agissait à contre-courant, il m'était difficile de rester cohérente.